Frédéric Lenoir. Bonsoir plutôt. Merci d'être notre invité pour le live. Alors, on va parler de méditation, de sagesse, d'instant présent. À l'occasion de votre nouvel ouvrage, c'est dans les éditions Nil, donc c'est Méditer à cœur ouvert. Alors, c'est drôle, ça vous l'avez déjà dit certainement plusieurs fois, mais méditer, c'est censé être par le silence. Et donc là, vous avez écrit un livre pour expliquer comment on médite. Mais pour les cérébraux, je trouve ça très intéressant, parce que pour les gens qui réfléchissent beaucoup, c'est bien de comprendre pourquoi c'est bien de méditer. En gros, c'est ce que vous avez essayé de faire. Tout à fait. Okay. Je ne voulais pas faire un livre sur la méditation, même si je pratique depuis 36 ans, même si j'anime des séminaires où je fais des méditations guidées depuis très longtemps, parce que je me dis à quoi ça sert de disserter sur l'apprentissage du silence. Cela dit, je l'ai fait à cause en fait du CD, c'est-à-dire que je voulais faire un CD de méditation guidée, puisqu'on sera peut-être amené à en parler. J'essaie de développer des méditations du cœur, ce qui est quand même peu présent. Et plein de gens m'ont dit, mais où est-ce qu'on peut trouver ces méditations? Ça n'existait pas, donc je me suis dit, je vais faire un CD, puis je vais demander à un musicien de mettre des musiques adaptées, parce que je trouve que la musique peut pour certains porter. Et je me suis dit, quitte à faire un CD, autant faire un petit livret qui va l'accompagner. Puis le petit livret est devenu un livre. Et comme vous dites, ce livre peut aider ceux qui se posent des questions à comprendre pourquoi méditer, comment méditer. Et après, le plus important pour moi, c'est la pratique. Et la pratique, c'est le CD de méditation guidée. Il y a des obstacles à la méditation, peut-être des obstacles conscients, très conscients. La plupart du temps, c'est l'ego, qui est le mental qui nous bloque. Mais est-ce qu'il y a des obstacles, on va dire, d'ordre éthique ou philosophique? Des gens qui associent ça à la religion, par exemple. Est-ce qu'on a encore ça? Oui, c'est encore présent. Le mot méditation, il fait penser aux moines bouddhistes, et donc les gens, ce qui est vrai, c'est-à-dire que la méditation est née, s'est développée en Orient de manière beaucoup plus forte qu'en Occident. On l'a un peu perdue en Occident, et puis on la retrouve par le bouddhisme. Alors après, le bouddhisme a été laïcisé, et la méditation qu'on pratique aujourd'hui, elle peut être faite par des gens qui croient en rien, vous voyez, si ce n'est ont la possibilité de s'améliorer en méditant. Mais il y a encore des gens, je vois dans les milieux scolaires par exemple, moi je fais méditer les enfants dans les écoles, il faut chaque fois que j'explique aux enseignants, aux directeurs d'établissement que voilà, qu'il n'y a pas de religion derrière, que c'est un travail d'entraînement de l'esprit, comme on entraîne le corps pour faire du sport, on muscle l'esprit, on l'entraîne pour être plus présent, plus attentif. Mais est-ce que c'est devenu si grave que ça en fait, cette espèce de... Enfin si... rédhibitoire, cette association possible avec la religion? Les gens, vous sentez cette espèce de rejet? Ça ne joue qu'en France, en Belgique, où on est les pays qui avons des comptes à régler que la religion. Et donc là, il y a... Non mais c'est vrai, alors vous ne trouvez pas ça du tout dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis c'est naturel pour eux, alors que là en France, en Belgique, dès qu'on pense religion, qu'on confond avec la spiritualité d'ailleurs, on pense danger, attention, entrisme, etc. Et comme on associe la méditation de la religion, ça fait peur. Donc il faut expliquer que la méditation, il y a une dimension spirituelle, c'est un travail sur l'esprit, mais qui n'est pas religieux. Et une fois qu'on l'a expliqué, et qu'on explique les objectifs, qu'on montre qu'il y a eu des travaux scientifiques qui ont été faits dans le monde entier, qui ont validé les effets positifs de la méditation, à ce moment-là, les problèmes tombent. Alors moi, pour éviter les malentendus, des fois, dans les écoles, je ne parle même pas de méditation. Je dis, on fait avec les enfants une pratique de l'attention. Ah oui, c'est très juste. C'est ça, d'ailleurs, la méditation, c'est une pratique de l'attention. Oui, parce qu'on a traduit à tort, vous le dites, et je trouve ça très révélateur, mindfulness par la pleine conscience, et en fait, c'est pas du tout de la conscience. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas très bien ce que ça veut dire, la pleine conscience. Donc quand on dit c'est de la pleine attention, de la pleine présence, on comprend bien. On voit que le but, c'est d'être présent et attentif. Et du coup, je dirais que ça a fait tomber bien des obstacles. Des fois, les mots bloquent, vous voyez, les mots... Alors, il ne faut pas s'obséder sur le mot. Oui, en fait, on est juste concentré sur ce qu'on fait. Et on est connecté à ce qui nous entoure. C'est ça, en fait. Je dirais qu'il y a deux types de méditation. Il y a une méditation qu'on appelle d'attention ouverte. L'attention ouverte, c'est simplement être présent à ce qui est là, en étant attentif, réceptif, sans se crisper, sans juger, sans chercher à suivre les pensées. Donc quand une pensée arrive, on la laisse passer. Donc comme un nuage. Comme un nuage. C'est là. On la juge pas, mais on la garde pas non plus. On l'ancre pas. Voilà, c'est ça. Exactement. Or, qu'est-ce qu'on fait habituellement? Une pensée arrive, on la suit. Donc je pense, tiens, j'ai oublié de faire les courses. Et puis on fait la liste des courses. Quel enfer. On fait la liste des courses. Alors que quand on médite, on va penser aussi. Tiens, j'ai oublié de faire les courses, ça va arriver, parce qu'on ne peut pas maîtriser l'arrivée des pensées. Et l'objectif de la méditation, c'est de la laisser passer. C'est-à-dire, effectivement, comme un nuage, on laisse passer et on ne fait pas la liste des courses. Et puis, 15 secondes après, va arriver une autre pensée. Tiens, je dois dire ça à mon patron demain. Et là, pareil, on ne fait pas son discours, on laisse passer. C'est donc une vigilance, méditation, pour accueillir les pensées
et les laisser passer. Et on fait pareil avec les émotions. Une émotion arrive, je ne rentre pas à fond dedans. Je l'observe, je sais qu'elle est là, je l'accueille, mais je ne m'y accroche pas. Et du coup, finalement, c'est une sorte d'observation de nos pensées, de nos émotions, qui nous permet aussi de nous détacher, d'être plus en retrait, plus en observation. Je ne suis pas mes émotions. Voilà, je ne suis pas la colère. C'est pas que je suis en colère. En fait, dire que je suis en colère, c'est pas terrible. C'est ça, hein, parce qu'on se définit. C'est juste. Je dis la colère arrive. Tiens, il y a une colère qui arrive. Qu'est-ce que j'en fais? Et du coup, ça met une petite distance qui fait qu'on fonce moins dans l'émotion. On sait que c'est un passage. Un état, et puis on peut le laisser passer. En tout cas, on ne s'identifie pas à lui. Et pareil, encore plus facile pour les pensées. Une pensée arrive, je ne la suis pas. Et du coup, quand vous êtes dans le train, vous regardez le paysage, tiens, il y a une vache, vous n'allez pas passer 3/4 d'heure avec la vache. Vous passez 4 secondes, et puis après, il y a un clocher, vous passez 4 secondes, etc. Et donc là, c'est pareil, les pensées arrivent, vous les observez, elles sont là, elles passent, et vous revenez toujours à l'ancrage corporel, parce que du coup, le fait de fixer son attention sur son corps, sur sa respiration, ça aide beaucoup pour ancrer notre attention dans le corps, et ça évite d'être dans le mental. C'est pour ça qu'au début, quand on commence à faire de la méditation et au yoga aussi, on nous explique à respirer, la façon de respirer, parce que ça permet au mental de se calmer. Et donc, si on dit au mental, alors moi j'ai testé, quand on est très cérébral comme moi, si on demande au mental de s'arrêter, c'est l'enfer. Il a horreur qu'on lui dise quoi faire, donc en fait il dit c'est moi qui commande, donc il enchaîne pensée après pensée. Des biais. Voilà, et donc le biais, c'est de surtout pas lui dire d'arrêter de penser, mais donc de respirer. Et donc il y a de mettre son attention sur autre chose. Ou sur autre chose. Comme un enfant. Un enfant qui a peur, qui crie, on lui dit tiens, regarde là-bas, il voit un petit chat. Ça y est, il a perdu complètement, vous voyez, ce qui l'obsédait, ce qui créait une émotion, ce qui obsédait ses pensées. Il va passer à autre chose. Et du coup, le fait de mettre son regard sur autre chose, et notamment de mettre son regard et son attention sur la respiration, qui est un mouvement, c'est ça qui est intéressant. C'est que si vous mettez votre attention sur quelque chose qui ne bouge pas, très vite vous allez penser à autre chose. Si vous regardez le mur blanc, ça ne va pas durer longtemps, votre attention. Si vous mettez votre attention sur un feu de cheminée, et déjà votre attention elle est captée. Parce que ça bouge. Ça bouge. Et du coup, le mouvement fait que vous êtes en permanence attiré par la flamme qui bouge. La mer, c'est pareil. Si vous regardez la mer, avec le sac et le ressac, le mouvement de la mer capte votre attention. Un train, c'est pareil, ça capte votre attention. Les nuages, c'est pareil. Donc dès qu'il y a un mouvement, c'est beaucoup plus facile d'être attentif durablement. Et la respiration, c'est pareil. Mais l'avantage, c'est qu'elle peut équilibrer le cerveau droit et le cerveau gauche. Avec la respiration carrée, on sait qu'on a... Mais en tout cas... Voilà, on peut équilibrer les activités. Parfois, on est trop dans l'émotion, parfois, on est trop dans le cérébral. C'est compliqué. Cet apport-là aussi. Mais je dirais que le principal, c'est simplement de durer dans l'attention sur le corps. Et la respiration, par ce mouvement, permet de durer dans l'attention. Alors on connaît, moi j'ai découvert autre chose ici, puisqu'on connaît la respiration un peu avec le cliché, oui, en se mettant en position, ça, la posture, tout ça. Et en fait, ce que vous expliquez, c'est qu'on peut méditer, on s'en fout, quoi. C'est comment on est bien. En marchant, assis dans un taxi, dans son bain, il y a plein de lieux, du moment que vous êtes au calme. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas évidemment d'être distrait par son portable, par des gens qui vous parlent, etc. Vous vous isolez un petit peu, et dans cet état d'isolement qui peut être n'importe où, dans la nature, etc., et à ce moment-là, vous essayez simplement d'être totalement présent et réceptif, et puis de laisser passer les pensées comme ça. Ouais, donc méditer avec les applications, moyen, quoi. Non, parce que ou alors il faut l'oublier. Ça aide, non, les applications, ça peut vraiment aider, oui, c'est important. Mais on peut le faire avec des applications, avec un CD ou simplement sans rien. Mais on peut le faire surtout dans n'importe quelle position. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se mettre en lotus les yeux fermés. Oui, c'est ça. Vous pouvez le faire les yeux ouverts, vous pouvez le faire, par exemple, je trouve ça plus facile. Méditation, oui. Moi, je trouve ça plus facile les yeux ouverts que les yeux fermés. Oui, ça angoisse beaucoup de gens de fermer les yeux. Mais parce qu'il y a plein de choses qui arrivent et on ne sait pas les... Et on essaie beaucoup... C'est très difficile de les endiguer, même avec la respiration. Alors que les yeux ouverts, on peut effectivement plus facilement... Et les enfants préfèrent. Moi, je fais beaucoup de méditation avec les enfants. Oui. Et ils ont un peu peur de fermer les yeux complètement. Donc je leur dis maintenant, au départ, je disais fermer les yeux. Puis j'ai vu que beaucoup, ça les angoissait. Oui. Ils voyaient trop de choses, etc. Donc je leur ai dit, si vous voulez, vous regardez devant vous, à peu près à 1,50 m devant, en fixant votre attention sur un point. Et c'est vrai que les enfants, souvent, ils démarrent comme ça, puis après, ils préfèrent fermer les yeux. Mais au début, c'est un truc de débutant alors. Souvent. Et on peut méditer en cuisinant, par exemple. C'est une forme de méditation. Si vous êtes totalement présent à ce que vous faites,
Et que si vous faites, quand vous cuisinez, souvent c'est des gestes machinales, mécaniques. Parce qu'on connaît, quand on râpe une pomme ou des carottes, on n'a pas besoin d'être super. Et donc le fait simplement d'être présent dans la sensation et de ne pas laisser les pensées ruminer, mais d'être juste présent à la sensation, oui, c'est déjà de la méditation. Donc le truc, on téléphone on est en train de cuisiner avec le téléphone comme ça et on parle aux enfants, ça c'est pas de la méditation, quoi. C'est l'inverse. Par contre, c'est la dispersion. C'est de la dispersion. Par contre, quand on est en train de cuisiner, qu'on est effectivement très concentré et qu'on veut que personne nous parle, ça, c'est ce que faisait ma grand-mère. Elle disait personne dans la cuisine quand je cuisine parce qu'elle aimait bien être présente à ce qu'elle faisait. Donc elle savait pas qu'elle méditait en fait. Ouais, mais c'est une qualité de présence, la méditation. Est-ce qu'on a eu tort de rejeter la spiritualité avec la religion? Est-ce qu'on n'aurait pas pu garder un petit peu? Mais complètement. On a jeté le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'en voulant se débarrasser de la religion, ce que je peux comprendre, pour des raisons dogmatiques, normatives, politiques, etc., finalement, beaucoup de gens ont rejeté la spiritualité, c'est-à-dire le meilleur de la religion, qui est la proposition à l'être humain de s'améliorer, et de s'améliorer par des techniques méditatives ou de prière, ou de développer la compassion, l'amour, etc. Donc ça, c'est des prescriptions religieuses qui sont très bien, qui sont très humanistes. Qui sont très universelles. Très universelles, qu'on retrouve dans toutes les religions. Mais comme à côté de ça, il y a eu de la violence, de l'intolérance, etc., des guerres, du coup, on rejette tout. Et donc, moi, je pense que mon travail que je fais depuis des années, c'est d'essayer de sauver la spiritualité de la religion pour dire attention, il y a des choses formidables dans toutes les religions du monde, qui est cette dimension spirituelle, ne le jetons pas avec la religion. Et puis, je montre que c'est en cohérence et ça rejoint des philosophies. Par exemple, les grandes philosophies grecques, le stoïcisme, l'épicurisme, le platonisme, etc., ce sont des philosophies très spirituelles. C'est-à-dire qu'il y a un travail sur l'esprit, il y a un travail sur soi, il y a des techniques qui nous permettent de nous améliorer. Le but des écoles de sagesse philosophique de l'Antiquité, c'est de rendre l'être humain meilleur. Et c'est exactement le but de la spiritualité. Dans toutes les religions. Donc on pourrait faire sur son marché, finalement explorer un peu dans les religions toutes les pratiques méditatives et trouver celles qui nous correspondent. Parce que ce que vous dites, c'est qu'il y en a dans toutes les religions. On peut trouver des techniques, effectivement, de travail sur soi, méditative, c'est ça, le dépassement de l'attention, des pratiques altruistes, etc. Voilà, le fait de ne pas être mangé par ses émotions, d'essayer de ne pas être dans l'ego tout le temps. De ne pas être dans l'ego tout le temps, ce sont des choses qu'on retrouve à peu près partout. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de sagesse, mais avant ça, je voudrais vous demander votre avis sur ce truc. Ça ressemble à ce qu'on appelle un mala, c'est les bouddhistes, un chapelet de prière dans les autres religions monothéistes. Et je trouve que c'est assez utile. Moi, j'en ai un. Oui. Parce que des fois, je trouve que le fait, quand on médite ou quand on prie, si on est croyant, le fait d'avoir ça dans les mains, je dirais que ça ancre dans le corps la prière et la méditation. Donc ça peut être effectivement un objet utile pour essayer de rester présent, de rester attentif, de ne pas partir dans autre chose. Et ça peut servir de technique de méditation, comment vous appelez ça, de visualisation positive. C'est-à-dire qu'on peut par exemple se répéter, et les neuroscientifiques ou les coachs parfois proposent ça, ceux qui sont dans l'approche neuroscientifique, je parle, mais ils sont là, reprogrammer le cerveau, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ça, avec une visualisation positive en disant je suis, ces trucs-là un peu qui pour moi ont un côté un peu injonctif, mais bon, passons. Ça peut aider, donc je règle ma situation, vous voyez, oui, quelque chose comme ça. Après, je dirais globalement oui, avec une nuance. Faut pas tomber dans la pensée magique. C'est-à-dire le fait de répéter tout le temps quelque chose, je vais réussir mon examen, c'est pas automatique que ça va marcher. Mais c'est mieux de penser positivement et d'imaginer qu'on va réussir son examen que de penser qu'on va échouer. Ça, c'est clair. Oui. C'est-à-dire, je suis favorable au développement de la pensée positive parce que je pense que ça peut faire du bien. Après, la répétition mécanique, si on n'adhère pas vraiment, si c'est juste, vous savez, c'était comme les prières de nos grands-mères. Quand elles répètent des « Je vous salue Marie » en pensant à autre chose, à quoi ça sert? Donc, si vous répétez 200 000 fois « Je vais réussir » ou « Je vais faire ça » en pensant à autre chose, qu'on n'y est pas. Non, voilà, il faut ancrer les choses dans le corps. Et donc là, je pense qu'il faut être attentif à ce qu'on dit. Mais c'est tous les mantras, c'est-à-dire toutes ces syllabes, ces phrases un peu sacrées qu'on retrouve dans les religions, les invocations, la prière de Jésus dans le christianisme, etc. Tout ça, ce sont effectivement des techniques, je dirais, psychospirituelles, enfin qui lient le corps, d'ailleurs on pourrait dire soma psychospirituel, qui lie le corps, l'esprit et la psychologie, afin d'ancrer, si vous voulez, les choses en nous. Et je pense que ça peut avoir une efficacité, oui. Mais on n'est pas dans le côté injonctif, quoi. Par contre, il faut... C'est-à-dire que se dire, oui, mais je m'imagine le pire, comme ça je ne suis pas déçue, ça ne faut pas faire. Non, ça c'est sûr, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Je pense qu'il faut plutôt imaginer, se représenter le meilleur. Et du coup, comme on sait que la pensée est créatrice, le fait d'imaginer le meilleur, on donne plus de chances d'y arriver. Mais ce n'est pas automatique. Non, mais donc ça veut dire qu'il y a une étape
que peut-être certaines personnes ratent et qu'on n'a plus en tout cas appris, on doit apprendre à désapprendre ce qu'on a eu pendant des années. Ce que vous expliquez, Descartes a finalement eu une influence très intéressante sur certains points, mais sur l'autre catastrophique. Donc, c'est-à-dire se dire, ok, bon, j'aimerais que ça se passe bien, je mets tout en œuvre que ça se passe bien, mais si ça ne se passe pas bien, c'est pas grave. C'est que c'est ainsi et que j'ai un apprentissage, une épreuve. Voilà. Et donc c'est ça en fait le problème, c'est le lâcher prise auquel on n'est plus habitué. C'est plus important. C'est-à-dire pour moi la pratique essentielle spirituelle, c'est ça, c'est le lâcher prise, c'est-à-dire ne pas vouloir contrôler toute sa vie. Alors il y a des gens qui font une sorte de matérialisme spirituel dans lequel ils pensent qu'avec des pratiques, des rituels, ils vont obtenir absolument. C'est de la magie ça. C'est ce qu'on appelle la pensée magique. C'est-à-dire je fais un geste, je fais un rituel et je veux que ça ait une efficacité. Mais je veux, vous voyez, je contrôle. Genre la méditation en entreprise. Exactement. Et donc je fais ça pour être plus performant, vous voyez. Et donc il ne faut jamais attendre de résultats. Je pense que quand vous méditez, il ne faut pas attendre de résultats. Vous avez une intention, vous pouvez avoir une intention. J'ai envie de progresser, j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie d'être plus attentif, j'ai envie d'être moins stressé. Vous pouvez avoir une intention. Et puis ça marche ou ça ne marche pas, et peu importe. Parce que le fait de faire un exercice, ça peut vous amener à autre chose. Vous pouvez faire une expérience qui ne va pas vous donner le résultat escompté, mais qui va vous amener à une prise de conscience. Et donc c'est pour ça que je crois que quand on fait une pratique spirituelle, il ne faut jamais attendre un résultat. Il faut simplement se dire qu'en soi, la pratique peut nous aider à progresser et peut-être nous amener vers un autre chemin que ce qu'on avait imaginé. Donc c'est le lâcher prise. C'est peut-être le plus grand problème de nos sociétés actuelles. C'est pas tellement de ne pas savoir méditer, parce que même si on arrive à savoir méditer, il faut aussi lâcher prise. Si on lâche pas prise, ça ne sert à rien. Quoi. Et un début de la méditation, c'est de nous apprendre à lâcher prise. Et donc c'est d'être dans l'acceptation, dans l'accueil de ce qui est. Et pour moi, le sommet de la sagesse, c'est le détachement. C'est-à-dire d'être capable d'accepter les choses comme elles sont et non pas comme on voudrait absolument qu'elles soient. On peut tout mettre en œuvre pour obtenir telle chose, mais si ça n'arrive pas, à ce moment-là, accepter les choses en se disant, comme vous le disiez très justement, ça peut être que la vie veut me faire traverser quelque chose de difficile pour mieux comprendre, pour m'ouvrir les yeux. Il y a beaucoup de maladies qu'on a, par exemple, ça nous aide à réorienter notre vie. On s'aperçoit qu'on tombe malade parce qu'on ne supporte plus quelque chose, ou quelqu'un, ce qui arrive aussi, et qu'il y a un poison dans notre vie. Et à ce moment-là, le corps réagit. Et on peut s'interroger, tiens, j'ai cette maladie chronique, ou ce problème. Qu'est-ce que mon corps C'est pas par hasard, c'est ce que disait une amie thérapeute. C'est pas le cerveau qui est tout seul et le corps qui est tout seul, c'est-à-dire que c'est le cerveau qui... Il y a un lien entre les deux. Il y a un lien entre les deux. Et donc on a dissocié, ça c'est merci Descartes, donc on a dissocié le... Mais merci Spinoza, parce que Spinoza, qui est un philosophe que j'aime beaucoup, à qui j'ai consacré un livre récemment, Spinoza nous explique que le corps et l'esprit sont totalement liés, et que donc on pense dans notre corps influence notre esprit influence notre corps. Donc c'est un truc à double sens. En permanence, les deux sont totalement reliés. Et donc il faut apprendre effectivement à comprendre que les deux étant liés, eh bien, on peut faire des exercices qui permettent à notre esprit d'avoir une influence sur le corps et inversement, qu'un corps qui est sain, qui est en bonne santé, qui est joyeux, ça influence notre esprit. Et qu'on sera d'autant plus capable de penser bien si notre corps va bien. Donc on s'en remet à plus fort que soi. En arabe, on dit maktabch, qui n'est pas le destin. Donc ça nous amène... Est-ce que c'est le début de la sagesse, finalement? De quoi? Pouvoir s'en remettre à plus fort que soi. Est-ce que ça a un rapport avec la sagesse ou pas? Ça dépend, parce que si vous entendez plus fort que soi, si vous pensez à Dieu, par exemple... Ou l'univers, enfin... Non, ça, comme on dit plus Dieu, on dit l'univers. Mais voilà, peu importe le nom. Oui. Mais disons que si on accepte l'idée qu'il y a des lois universelles de la vie qui nous gouvernent, on peut appeler ça plus fort que soi, si vous voulez, et qu'on accepte de les vivre, et bien effectivement, c'est la sagesse. La sagesse, c'est se conformer aux lois universelles de la vie. Et c'est donc comprendre que la vie nous éduque, qu'il n'y a pas de hasard et que les événements qui nous arrivent peuvent être des événements signifiants si on sait les prendre comme une école. Et donc à ce moment-là, il faut se dire, ce qui nous arrive dans la vie, c'est une école pour progresser, pour grandir. Et d'ailleurs, la psychanalyse l'a très bien montré. C'est qu'il nous arrive tout le temps des événements, ce qu'on appelle le mécanisme de répétition en psychanalyse, qui sont là pour nous faire revisiter ce qu'on ne veut pas voir. Et donc, lorsqu'on ne veut pas travailler sur quelque chose, la vie nous renvoie l'assiette. Vous voyez, non, ça, faut que tu arrives à dépasser ce problème. Et moi, je vois des gens qui me disent, mais je tombe toujours sur le même type d'homme. Vous voyez, des femmes. Oui, tout à fait. Oui, c'est horrible. Oui, mais j'ai envie de lui dire, mais c'est parce que tu n'as pas compris quelque chose. Et donc, il faut que dans cette rencontre, ce type de rencontre, tu dépasses quelque chose. Tu comprennes que ce type d'homme, il ressemble à ton père qui t'a maltraité. Et tant que tu n'auras pas conscientisé ça, t'as un truc à régler. Tant que tu ne l'auras pas réglé, tu vas retomber dans la même problématique, ce qu'on appelle le scénario à répétition. Et donc, il faut arriver à prendre conscience. Donc, je crois qu'on est sur Terre pour passer de l'inconscience à la conscience et pour passer de la peur à l'amour. Et ça, c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup. C'est pour ça que j'ai appris mon livre Méditer à cœur ouvert. C'est qu'on a beaucoup de blessures du cœur.
qui fait qu'on est blessé par toutes les relations qu'on a eues difficiles avec nos parents, avec des amis, avec nos premiers petits amis, tous les rejets, les abandons, tout ce qu'on a vécu nous blesse notre cœur. Et je pense qu'une des choses les plus essentielles, c'est de réparer ça. C'est de réparer ces blessures du cœur. Et il y a des exercices de méditation qui peuvent nous y aider. Et c'est ce que je propose. Donc on peut réparer son cœur avec de la méditation. Donc, notamment. On met de l'alcool, du cicatrisant, voilà, comment ça marche il y a des petites cellules qui réparent. Alors, c'est pas suffisant, c'est-à-dire que ce qui réparera le mieux le cœur, c'est des relations positives, mais souvent, il y a des gens qui n'arrivent pas à rentrer dans des relations positives parce qu'ils sont dans un mécanisme de répétition. Et donc, moi, je propose des méditations qui, une fois qu'on est dans un état de réceptivité, dans un état de présence, à ce moment-là, on va avoir une intention, par exemple, pour grandir en confiance. Et la méditation guidée va nous aider à développer la confiance en soi. D'autres méditations, ça va nous aider à pardonner à quelqu'un qui nous a blessés. C'est important le pardon. Très important, c'est des blessures qui restent des vies entières. Et donc je propose comme ça des méditations du cœur qui nous aident finalement à développer des qualités pour essayer de guérir notre cœur, de l'ouvrir davantage. Alors je ne dis pas que ça va marcher à tous les coups, je ne dis pas qu'à la première méditation sur le pardon, on va pardonner à quelqu'un à qui on n'arrive pas à pardonner depuis 25 ans. Mais peut-être qu'en faisant déjà avoir conscience qu'on a quelque chose à pardonner à quelqu'un. Mais ça souvent, c'est vrai. Il y a des choses qui sont... Pas toujours. Mais... Moi j'ai l'impression que quand vous dites, c'est vrai on a un mécanisme de répétition, j'ai l'impression que l'être humain est très 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 fort pour éluder. Et c'est un peu l'autruche quoi. Hein. Donc il y a un truc et il va continuer à refaire la même chose parce qu'il veut surtout pas... Et donc on est capable en fait de passer à côté de notre vie juste en éludant les questions. Donc si ça se trouve on ne sait même pas qu'on a quelque chose à pardonner et ça revient... Ça peut ressortir pendant une méditation du cœur ça ? Oui, ça peut ressortir. Parce que le fait que, je parle un peu du pardon, j'explique ce que c'est et tout, et donc pendant cette période préparatoire de la méditation, hop, il y a des images qui peuvent venir. Dès qu'on est centré sur quelque chose, dès qu'on est attentif, réceptif, il y a des images qui viennent, il y a des visages qui viennent, il y a des noms qui viennent. Et là on se dit, tiens, j'ai ce problème avec cette personne. Et du coup on va pouvoir méditer à travers des visualisations, donc je propose des visualisations notamment de lumière, et qui permettent ce qu'on fait en sophrologie, en hypnose, etc. J'allais vous dire, est-ce que c'est similaire à ce qu'on fait en auto-hypnose quelque part ? Tout à fait, ça a des liens avec la sophrologie, l'auto-hypnose, etc. Et donc ça permet, tout ça est connecté, hein. Voilà, on est sur des cousins. Et donc ça permet, par ces visualisations, dans cet état de réceptivité profonde, qui relie à la fois l'esprit, le cœur et le corps, et bien à ce moment-là, on fait un travail sur soi et ça peut beaucoup aider. Moi je sais qu'il y a pas mal de gens, je fais des séminaires avec ces méditations qui m'ont dit qu'elles ont réussi à être plus dans la gratitude, à être plus dans la sérénité, à être plus dans le pardon. C'est juste des sentiments, des états en fait, sans objectif derrière. Et après un objectif... Si, il y a une intention. Il y a une intention, mais pas d'objectif déterminé. Quoi. Tout à fait. L'intention, c'est par exemple d'arriver à mieux pardonner, mais on ne va pas dire, tiens, je vais faire ça, ça va marcher à tous les coups. Non. Faut ça va m'aider dans cette relation-là, voilà. Ça va m'aider dans ce contexte. Peut-être qu'il va se passer autre chose, peut-être qu'on va réussir à grandir dans un autre domaine. Donc là-dessus, moi je le dis toujours, il faut avoir des intentions, mais pas rechercher de résultats. C'est-à-dire qu'il faut être ouvert par rapport aux résultats. Et dernier point, les enfants sont plus sages que nous. Alors, il y a deux types de sagesse des enfants où ils sont plus sages que nous. C'est les petits-enfants, je dirais entre 2 ans et 5 ans. Ils sont dans l'instant présent, ce qu'on a beaucoup de mal à être. Un enfant, 5 minutes, il a oublié ce qui s'est passé avant. Ils sont spontanés, ils sont simples, ils sont joyeux. Et donc je dirais qu'on met des années à redevenir des petits-enfants. Comme nous dit l'Évangile, redevenez des petits-enfants. Et le taoïsme nous dit aussi, le modèle du sage, c'est pas le vieux qui sait, c'est l'enfant qui est spontané. Et qui, Jacques Brel le dit aussi. Hein. Voilà, qui est dans l'accueil de la vie, qui est dans la spontanéité de l'accueil de la vie. Et les petits-enfants, ils sont émerveillés partout. Et du coup, je dirais qu'on a à redevenir des petits-enfants, parce qu'après les enfants, avec le développement de l'ego et du mental, ils perdent tout ça. Donc c'est nous en fait l'adulte le problème. Oui, c'est-à-dire c'est quand on grandit, et notamment à l'adolescence, on perd cette spontanéité, on perd cette vie dans l'instant présent, on perd cette joie naturelle. On crée des soucis à cause de l'ego, à cause du mental qui se développe, on crée plein de soucis. Donc après, il faut arriver par un travail de vigilance sur soi, de méditation et autres, à retrouver cette spontanéité de l'enfant. Mais ça c'est le contrat social qui fait que l'ado ou c'est l'évolution naturelle vers l'adolescence ? Les deux. C'est la société, c'est-à-dire les injonctions sociales, la morale, etc. Tout. Mais c'est puis pas que ça, d'ailleurs les injonctions négatives aussi, la compétition, etc., les peurs. Ça c'est profondément humain. C'est profondément humain. Et puis c'est aussi le développement naturel. C'est-à-dire que l'enfant, quand il est adolescent, il est sensible au regard des autres, à la comparaison, il a des peurs, il se sent rejeté, il a besoin d'être reconnu par le groupe, etc. Et ça crée un tas de problèmes qui fait qu'effectivement après, il faut se débarrasser de tout ça pour redevenir comme des petits-enfants. Mais donc ça, c'est sa définition de soi, sa définition de soi par rapport à soi, par rapport au groupe, par rapport
quelque chose qu'on a envie de faire. Donc, quelque part, quelle que soit l'injonction sociale, il y aura cette problématique. Oui. Parce qu'on parle beaucoup du système éducatif, etc. C'est pas que ça. On ne peut pas tout lui remettre dessus. C'est naturel de l'individu. Ok. On ne peut pas tout remettre, on peut pas remettre toute la faute sur le système éducatif. Néanmoins, est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, à l'école, des cours de méditation obligatoires ? Alors oui, je pense que ce serait une très bonne chose que tous les matins dans les écoles on fasse un temps de méditation. Il y a des écoles qui le font depuis 20 ans. Tu vas encore me dire en Finlande ou un truc comme ça? Ok. C'est pas très loin de la Belgique. Oui. En Suisse, il y a une école, je sais que le directeur de l'école qui a fait des études de philo avec moi d'ailleurs, oui. Il a été en Inde, il a appris la méditation, il l'a fait faire à 2000 enfants. Et tous les jours. Et au départ, il y avait un peu de peur et tout. Puis finalement, ça a tellement transformé l'ambiance de l'établissement que maintenant tout le monde y adhère, les parents d'élèves, les enfants, les enseignants, etc. À Baltimore, c'est très connu, il y a aussi une école et un collège où tout le monde médite. Ça a transformé la vie. Donc là-dessus, oui, je pense que si on le proposait, non pas peut-être pas obligatoire, mais si on le proposait. De toute façon, il serait plein. Voilà, je pense que ça a des effets très positifs. Alors nous, on le fait à travers les ateliers philo qu'on propose dans le cadre de l'association SEM, qui veut dire Savoir être vivre ensemble. On propose un petit temps de méditation avant les ateliers philo, et c'est déjà une petite initiation qui porte des fruits, parce que les enfants, ils aiment ça, ils en redemandent, ils le font chez eux. C'est génial. Et peut-être qu'ils vont convertir les parents, qui sont peut-être ça un arrive. peu plus... Moi, une fois, comme ça, j'ai un enfant qui me dit, parce que je demande aux enfants, est-ce que vous continuez de pratiquer chez vous la méditation? Alors la plupart disent oui, les 2/3, parce que quand j'ai envie de casser la figure à mon petit frère, je vais méditer, puis après j'ai plus envie de le faire. C'est le truc de la grenouille, là, sage, c'est ça. Il y a des trucs sur YouTube, c'est très chouette ça. Puis il y en a un qui me dit un jour, mon père est chef d'entreprise, il est hyper stressé, je lui ai appris à méditer, ça va beaucoup mieux à la maison. C'est génial. C'est les enfants qui transmettent la sagesse aux parents. Vous avez un beau travail. Merci. Merci Frédéric Lenoir.